J'espère sincèrement que vous traversez une période sereine, que la santé et la tranquillité soient vos compagnes du moment. Une toute fraîche affaire vient de faire surface. On parle, pour l'instant, d'un vaste tourbillon de soupçons mêlant pots de vin, passe-droit savamment orchestré et enrichissement d'une opacité troublante. Cette tempête judiciaire, sur laquelle les magistrats français se penchent activement, ne secoue pas uniquement les couloirs feutrés du palais de justice. Elle infiltre peu à peu l'actualité nationale. Pourquoi ? Parce qu'elle touche rien de moins qu'un vétéran emblématique du pouvoir algérien, une figure aussi ancienne que marquante dans les arcanes du régime. Et cette affaire, ce scandale, illustre parfaitement les relations malsaines, profondément malsaines et hypocrites qu'entretient le régime algérien ou qu'entretiennent toujours les dirigeants algériens depuis très longtemps avec la France. Et cette hypocrisie concerne aussi, implique les autorités françaises. Entre la France et le régime algérien, il y a toujours eu une lune de miel, des amours interdits, ou des liaisons dangereuses, ou des liaisons incestueuses. Ils s'insultent, ils se bagarrent, ils se battent. Plusieurs crises historiques ont opposé l'Algérie à la France ou les autorités algériennes aux autorités françaises. La plus dure, la plus inédite, la plus brutale, la plus violente. C'est cette crise que nous subissons, que nous vivons, que nous subissons parce que, voilà, étant un exilé algérien en France, je la sens, je la vis dans ma chair aussi, comme des millions d'Algériens qui vivent sur le territoire français, qui sont coincés entre le marteau et l'enclume à cause de cette crise qui dure depuis juillet 2024. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des crises en Algérie ou entre l'Algérie et la France. Et les dirigeants algériens ont toujours fait preuve d'une hypocrisie. Ils font croire à leur population qu'ils sont anti-français, qu'ils luttent qu'ils veulent punir la France coloniale, qu'ils luttent contre la nostalgie française pour la colonisation, qu'ils veulent donner une leçon à la France impérialiste, toujours victime de ces mauvaises pensées coloniales, qu'ils veulent s'émanciper du joug colonial et de l'influence de l'ancienne puissance colonisatrice. Alors qu'en réalité, les dirigeants algériens ont accumulé des fortunes colossales et vivent sur le territoire français. Ils ont un train de vie princier. Ils vivent comme des bourgeois. Pour prendre le titre d'une grande pièce de théâtre, le bourgeois gentilhomme, et nous avons les gentilshommes dirigeants algériens, ou les gentils dirigeants algériens, très bourgeois en France, avec un patrimoine financier très important et des patrimoines immobiliers très importants. Justement, récemment, la justice française est en train d'enquêter sur le patrimoine impressionnant, d'évaluer un patrimoine immobilier familial d'un ancien dirigeant algérien que les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas, mais qui est une figure historique du régime algérien, qui a un patrimoine familial estimé à plus de 7 millions d'euros en France. 7 millions d'euros. Vous imaginez ? 7 millions d'euros de patrimoine immobilier d'un dirigeant algérien en France. Il fait l'objet aujourd'hui d'une enquête de signalements qui ont été acceptés par le parquet national financier. Le parquet national financier en France a été instauré le 6 décembre 2013.
c'est l'institution judiciaire qui est chargée de très haut niveau. C'est l'institution judiciaire prestigieuse qui est chargée de la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. C'est le pôle judiciaire spécialisé pour enquêter surtout sur les grandes affaires de corruption et ce qu'on appelle ici en France la grande délinquance économique et financière. Qui est ce dirigeant algérien ? Vous allez me dire, tout le monde attend son nom. Les jeunes ne le connaissent pas. Il est âgé aujourd'hui de 96 ans. C'est Mohamed Boujaï. Qui se souvient de Mohamed Boujaoui ? Alors Mohamed Boujaoui, les plus jeunes Algériens, les gens de ma génération, les Algériens de ma génération, les Algériens qui sont âgés de plus de 40 ans, se souviennent de lui parce qu'il était ministre des Affaires étrangères à l'époque de Bouteflika, de 2005 à 2007. Auparavant, il était président du Conseil constitutionnel de 2002 à 2005. Auparavant, durant la décennie noire, il avait une carrière à l'étranger. On en parlera dans un petit moment. Bien réellement, Mohamed Boujaoui, c'est l'une des figures historiques du régime algérien. Pourquoi ? Il a été quasiment, je crois, le deuxième ministre de la Justice de l'histoire de l'Algérie, puisqu'il a été ministre de la Justice de 1964 à 1970. De 1964 à 1970. C'était un juge de formation. C'est quelqu'un qui a connu, qui a joué aussi un rôle important dans la guerre de libération nationale. Alors, il est originaire de Sidi Bel Abbès, à l'ouest de l'Algérie. C'est un orphelin d'une famille d'un contre-enfant. Il a grandi dans la région de Tlemcen. Il se marie, je crois, avec une Française. Après, il part en France. Il fait partie des rares Algériens qui ont étudié, à l'époque, lors de la guerre de libération nationale. Il fait l'Institut d'études politiques de Grenoble. Ensuite, il fait l'École nationale d'administration. Il a été exclu d'un concours il a été exclu parce qu'à l'époque, c'était un Algérien, un indigène. C'était très difficile d'accéder à ce genre d'établissement. Ensuite, il va se battre pour pouvoir étudier le droit administratif français. Et il va finir par obtenir un doctorat de droit à l'université de Grenoble, en France, en 1956. C'était très rare à l'époque. C'était très rare que des Algériennes et des Algériens, ou c'était très rare que des indigènes, pour reprendre la terminologie de l'époque, les concepts qui désignaient malheureusement la population algérienne à l'époque de la colonisation française, c'était très rare que des indigènes obtiennent des diplômes, c'est-à-dire des autochtones algériens, les véritables habitants de l'Algérie, puissent avoir une carrière scolaire et universitaire aussi élevée. Durant la guerre de libération nationale, c'était un personnage important, puisqu'il était le conseiller juridique du gouvernement provisoire de la République algérienne, le gouvernement provisoire algérien, qui activait à l'étranger pour défendre, qui était l'aile politique de la révolution algérienne, alors que l'armée nationale de libération, l'armée de libération nationale,
était l'aile militaire. Il devient donc ministre de la Justice, pratiquement l'un des premiers ministres de la justice de l'indépendance du pays. Ben, il n'avait pas le choix. Très peu d'Algériennes et d'Algériens à l'époque qui étudiaient, qui avaient fait de grandes études. Donc, à l'indépendance du pays, de façon rationnelle et raisonnable, on a pris les compétences qui étaient déjà à portée de main, qui avaient déjà fait des études en France, etc. Même si on avait le moindre niveau d'instruction qui permettait à quelqu'un de prendre un poste, on lui donnait ce poste-là pour pouvoir construire l'Algérie indépendante. Il s'est fait connaître à l'époque par pas mal de polémiques en tant que ministre de la Justice. Il avait condamné, par exemple, il avait refusé de gracier un certain Désiré Draille, qui était un Français de confession juive, qui a été condamné à mort pour faux monnayage, alors qu'il avait accordé la grâce à 2 autres condamnés à mort dans la même affaire. Donc, il s'est fait connaître comme par un caractère. C'est un ministre très autoritaire et très axé sur la répression des libertés publiques, individuelles, etc. Il disparaît par la suite. Pourquoi? Parce qu'il va aller faire une carrière internationale. Il sera le président de la Cour internationale de justice de 1994 à 1997. Ça, c'était un grand honneur pour l'Algérie, parce que la Cour internationale de justice, que j'ai eu le plaisir de visiter, elle est à La Haye, dans la capitale des Pays-Bas, dans un endroit qui s'appelle le Palais de la Paix. C'est la Cour internationale. C'est l'organe judiciaire principal des Nations unies. C'est l'organe judiciaire principal des Nations unies. Il s'appelle la Cour internationale de justice, qui juge les litiges qui opposent, les conflits qui opposent les États, pas les personnes. Ce n'est pas la Cour pénale internationale, ce n'est pas la Cour pénale internationale, et ce n'est pas le tribunal pénal international. Ce n'est pas le tribunal pénal international, la Cour pénale internationale qui juge les crimes contre l'humanité et qui juge les individus ou des individus ou des responsables ou d'anciens dirigeants impliqués dans des crimes contre l'humanité. La Cour internationale de justice, elle, ne juge que les États. Elle juge les conflits, les litiges entre les États. Et justement, c'est à ce moment-là que Mohamed Bahoui va se faire connaître. Donc, c'est Mohamed Boujaoui. Il aurait pu rester dans l'histoire comme étant le grand juge algérien qui a permis, qui a fait rayonner l'image de l'Algérie à l'étranger, qui a représenté dignement l'Algérie à l'étranger, puisqu'il a embrassé une belle carrière internationale. Il a été juge, etc., président de la Cour internationale de justice, et ce n'est quand même pas rien. Fait quand même une très belle performance pour un ancien dirigeant algérien ou pour une compétence algérienne. C'est quelque chose de très prestigieux. Mais malheureusement, tout a basculé pour M. Mohamed Boujaoui au début des années 2000. Parce que c'est lui qui a dirigé, apparemment, ou qui a dû juger un litige qu'il avait, parce qu'il était juge là. En plus, avant d'être président du Conseil, avant d'être le président de la Cour internationale de justice entre 1994 et 1997, il est resté juge
à la Cour internationale de justice de 1982 à 2001, c'est-à-dire qu'il est resté longtemps au sein de cet organe judiciaire important de l'Organisation des Nations Unies et qui, normalement, est réputé pour son impartialité, pour son principe de collégialité, etc., qui a des compétences pour trouver, encore une fois, pour régler euh, régler les conflits et les différends juridiques, ou les conflits, ou les problèmes qui opposent les États. Bon. Comme on dit, tout a basculé pour notre cher Mohamed Boudiaoui, qui est aujourd'hui âgé de 92 ans. C'est il est très âgé aujourd'hui. C'est pour ça que, peut-être, tout le monde dit que ces poursuites judiciaires en France nous servirent en 96 ans. Pardonnez-moi. Il est né en 1929, donc il a 95 ans. Allah, c'est une véritable mémoire vivante. Il ne s'exprime quasiment jamais. Il est très discret. Lors de la crise politique de 2019, comme lors du printemps arabe, comme lors des problèmes politiques, comme tout, lorsque tous les problèmes du pays ont été à chaque fois que l'Algérie était ébranlée par une crise, ou là par un problème politique, ou par ou là elle subit une vague d'instabilité, il n'apparaît jamais publiquement. Il s'exprime très rarement. C'est un homme très discret. C'est vraiment un ancien dirigeant. L'es-tu à l'époque de la guerre froide? Vraiment, c'est quelqu'un de très discret. Mais bon, sa vie a basculé au début des années 2000. Quand il a jugé, c'est lui qui avait dirigé pour rendre un verdict, un jugement, pour diriger un jugement sur le litige qui a opposé deux États du Golfe. À l'époque, le Bahreïn et le Qatar se disputaient se disputaient leur souveraineté sur une partie d'un champ gazier ou sur des îles, je crois, à l'époque. En tout cas, c'était l'accès à l'un des plus grands champs gaziers du monde. C'était une région sur les eaux territoriales. Voilà. Il y avait des eaux territoriales que le Bahreïn et le Golfe se disputaient. Le Bahreïn disait « C'est mon territoire ». Le Qatar, c'est mon territoire. En 2001, la Cour internationale de justice avait rendu un arrêt favorable au Qatar. Une décision qui a été considérée, à l'époque, comme suspecte, parce que pas mal d'acteurs qui étaient proches de ce dossier, de spécialistes de la justice internationale, avaient estimé que les Qataris auraient versé un pot de vin important, auraient racheté, auraient influencé, en utilisant de l'argent, le juge qui était en charge de ce dossier, et qui était, à l'époque, Mohamed Boudiaoui. À ce moment-là, les allégations publiques de corruption ont été colportées à son encontre. Et Mohamed Boudiaoui fait donc l'objet de suspicions d'avoir touché un pot de vin ou des pots de vin importants de la part du Qatar pour leur donner raison et pour leur
pour prononcer un verdict qui a été favorable au Qatar au détriment du Bahreïn. À ce moment-là, quelques années plus tard, on se retrouve que Mohamed Boujaoui, effectivement, la question que tout le monde se posait à l'époque, il touchait 15 000 € par mois. C'est comme un juge international. Et il percevait uniquement 15 mois, uniquement 15 000 € par mois. Parce que pour nous, les Algériens, c'est une fortune. Sauf que 15 000 € par mois, et durant toute la carrière qu'il a eue, Monsieur Mohamed Boujaoui, il n'est pas possible qu'avec 15 000 € par mois, tu te retrouves avec un patrimoine immobilier en France de 7 millions d'euros. Mohamed Boujaoui, aujourd'hui, il a fait plusieurs au cours de ces années, depuis le début des années 2000 jusqu'à 2023, c'est-à-dire au cours de ces 20 dernières années, il s'est retrouvé à la tête et propriétaire de plusieurs maisons et appartements à Paris, notamment dans le département des Hauts-de-Seine. C'est là où il y a des villes les plus riches, pratiquement, de la banlieue parisienne. Les villes les plus chics de Paris, comme Neuilly-sur-Seine, comme Puteaux, etc. Surtout Neuilly-sur-Seine, où Mohamed Boujaoui possède des logements très luxueux. Et selon l'enquête qui a été menée par les autorités françaises et même par les médias français, le journal du dimanche, il vient de faire une enquête détaillée sur l'affaire de Mohamed Boujaoui et le patrimoine, intitulée « Le patrimoine français d'un ancien juge algérien dans le viseur de la justice française ». L'enquête de Le Journal du Dimanche, qui est un magazine, un journal hebdomadaire français très connu, qui nous a habitués à publier des enquêtes sur les coulisses des relations entre l'Algérie et la France, notamment dans la même des Mohamed Sifa, notre confrère, avait d'ailleurs publié pas mal d'enquêtes dans les colonnes du journal du dimanche. Le journal du dimanche, donc, nous apprend que la justice française a étudié de près un nouveau signalement à l'encontre de Mohamed Boujaoui, soupçonné aujourd'hui de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. 7 millions d'euros, plusieurs appartes, plusieurs maisons, appartements à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Son patrimoine immobilier familial est estimé à plus de 7 millions d'euros. Des opérations considérées comme suspectes dans la mesure où elles sont décorrélées des revenus d'un juge international. C'est-à-dire, comment un juge international, avec 15 000 € par mois, aurait-il pu avoir un patrimoine immobilier de 7 millions d'euros pour posséder des maisons, des appartements d'une valeur de 7 millions d'euros à Neuilly-sur-Seine et ailleurs dans le département des Hauts, dans d'autres villes des Hauts-de-Seine. Il faut vraiment être milliardaire. Faut être vraiment millionnaire. Il faut toucher 1,5 million d'euros par mois, pas 15 000 € par mois. Donc,
La justice française est en train d'enquêter sur un certain nombre de transactions et d'opérations financières qui ont été menées par Mohamed Boujaoui. Un exemple, par exemple, il y avait une transaction financière qui a été effectuée en janvier 2001 qui est au cœur des soupçons d'une affaire de corruption qui aurait bénéficié à Mohamed Boujaoui, l'ancien ministre algérien et ancien dirigeant algérien. Cette transaction de 216 000 €, qui a été versée sur un compte en Suisse à l'un de ses neveux, également impliqué dans des affaires de corruption, alors que l'affaire qui opposait le Qatar au Bahreïn était, à l'époque, en délibéré à la Cour internationale de justice. Donc, on soupçonne que le Qatar aurait versé ces 216 000 € à un neveu de Mohamed Boujaoui pour ensuite les remettre à Boujaoui. Alors, Boujaoui, en Algérie, on ne connaît pas beaucoup Boujaoui Mohamed, Boujaouisme. Mais on connaît un autre Boujaoui qui est effectivement impliqué dans la fameuse affaire Sonatrach, qui était l'un des proches de Chakib Khalil à l'époque. C'est Farid Boujaoui. Farid Boujaoui était un homme d'affaires qui était le neveu, qui est toujours le neveu de Mohamed Boujaoui. Farid Boujaoui, c'est un homme d'affaires, alors, qui a vécu au Canada une partie de sa vie, ensuite qui a vécu en Algérie et qui était le principal lobbyiste à l'époque de Chakib Khalil pour négocier des contrats importants pour de certaines compagnies internationales. D'ailleurs, c'est lui qui a joué un rôle important dans l'affaire de corruption de Sonatrach pour empocher car les Italiens avaient empoché plutôt, à l'époque de Bouteflika et de Chakib Khalil, durant les 2 premiers mandats, 8 milliards de dollars de contrats. Et on estime que, pour ce faire, ils auraient versé un pot de vin de l'équivalent de 197 millions d'euros. 8 milliards d'euros de contrats. Et pour ce faire, ils auraient versé 197 millions d'euros de pots de vin à Farid Boujaoui, qui les aurait distribués et partagés avec d'autres dirigeants algériens comme Chakib Khalil. L'affaire, elle a duré de 2011 jusqu'à 2024 récemment. 2023, 2024 récemment, puisqu'un tribunal italien de Milan avait innocenté finalement Farid Boujaoui. Il avait innocenté Chakib Khalil, il avait innocenté ou disculpé plusieurs autres personnalités algériennes impliquées dans cette affaire. On en a déjà parlé. Il faudra peut-être une émission de plusieurs heures pour vous rappeler la fin de Sonatrach 1 et la fin de Sonatrach 2. Mais Farid Boujaoui aurait utilisé son nom de famille. Il aurait utilisé son donc sa proximité avec Mohamed Boujaoui pour s'enrichir et s'impliquer dans l'affaire Sonatrach. Quoi qu'il en soit, il y a eu donc cette affaire de corruption. L'enquête est en cours. Les relations directes ou indirectes entre Farid Boujaoui, Mohamed Boujaoui font l'objet d'investigations menées par les autorités françaises. La justice française aussi s'intéresse à l'achat d'un appartement neuf à Neuilly-sur-Seine en 2011 pour un montant de 3,5 millions d'euros qui a été racheté par Mohamed Boujaoui. Comment ce dirigeant algérien, qui, c'est vrai, avait une belle carrière au niveau de la Cour internationale de justice, mais dont les niveaux de revenus ne pouvaient en aucun cas suffire ou expliquer ou justifier toutes ces acquisitions, ne peut pas justifier la provenance légale
des revenus qui ont été utilisés pour acheter l'ensemble de ces maisons et de ces appartements, qui, notamment, dans un département des Hauts-de-Seine, donc c'était assez inquiétant. Les autorités françaises sont en train d'enquêter. Et Mohamed Boujaoui, qui vit en ce moment à Paris, en France, à l'âge de 95 ans, je pense qu'il illustre à son corps, c'est-à-dire il illustre malgré lui-même. Voilà, malgré lui-même, il illustre cette relation malsaine et particulière entre l'Algérie et la France, où les dirigeants algériens, lui, il s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie. Il a été parmi les premiers ministres de l'Algérie indépendante. Il a longtemps été l'une des figures importantes du régime algérien, y compris jusqu'à l'époque de Bouteflika. Par la suite, il s'est exilé à l'étranger et aujourd'hui, il termine sa vie sur le territoire français. Cette ancienne puissance colonisatrice qui lui offre un refuge doré. Ce refuge doré pourrait peut-être cesser rapidement si le parquet national financier trouve des éléments à charge pour l'inculper de corruption, de trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Nous allons, de notre côté, suivre cette affaire, les signalements qui ont été parvenus à la justice française, et aujourd'hui, encore une fois, je le confirme, il y a une enquête pour corruption, trafic d'influence et blanchiment.